Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu n'as pas la grippe, la toux? Si, moi je suis passé par là. Bon, heureusement, j'ai fait deux choses. La première, c'est faire des bains de vapeur. J'en faisais 2 par jour pendant environ 4 ou 5 jours. Et puis avec cela, j'ai compensé avec des tisanes. Je buvais des tisanes régulièrement le matin et le soir. L'être humain devient de plus en plus fragile. Bon, de plus en plus quand tu fragile. regardes l'histoire de l'homme, est-ce que tu trouves que l'être humain... Non, on est face en réalité, il y a une épidémie qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom dans la mesure où on ne peut pas savoir si c'est une épidémie de grippe. Ça, j'en suis sûr, puisque j'en ai même parlé avec plusieurs médecins. Mais de quelle grippe s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de Covid-19 ou il s'agit d'autres grippes? Parce que les gens ont tendance à oublier que le Covid-19, c'est un coronavirus. Et les coronavirus, les grippes font partie de la famille des coronavirus. Donc aujourd'hui, tellement on est obnubilé par la Covid-19 que les gens qui ont une simple grippe sont parfois totalement paniqués. Alors que c'est vrai que je ne dis pas que le corona n'existe pas, mais je dis qu'en l'absence d'un test, eh ben, on peut déjà, au moins si on commence à avoir des symptômes tels que tousser, avoir des narines bouchées, voilà, on peut prendre sa petite tisane, on a nos petites décoctions faites de miel, de gingembre et de citron par exemple, on en prend et puis si on a des maux de tête, voilà, on peut prendre des médicaments, des fralins, et puis si ça persiste, là on va faire le test, d'accord, et donc il y a cette épidémie-là. Moi, par exemple, chez moi, j'ai mon fils qui a fait une bronchite. Il a même été gardé dans un établissement hospitalier durant 3 jours parce qu'il avait cette toux-là qui ne partait pas. Et après, au bout de 4-5 jours, il y a eu de la fièvre et après, il avait vraiment du mal à s'alimenter. Est-ce que c'était des angines? Bon, il a fallu qu'on aille consulter un médecin et puis bon, on l'a gardé. Donc, et là-bas, on nous a confirmé que nous n'étions pas les seuls. Les enfants, les adultes, tout le monde est touché par cette vague grippale-là. Maintenant, évidemment, il y a des remèdes de grand-mère qui existent. On peut commencer par les prendre, mais si les symptômes persistent, alors il faut aller immédiatement voir un médecin et faire son test Covid-19. Qu'est-ce qui marque l'actualité internationale? On va revenir sur la disparition de Desmond Tutu, personnalité iconique. Desmond Tutu? Oui, Desmond Tutu, il est décédé. Il est décédé? Oui. Il était prix Nobel de la paix. Il est décédé dimanche. Il était prix Nobel de la paix en 1984. C'est une personnalité iconique, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a été l'un des grands pourfendeurs de l'apartheid, avec Nelson Mandela et plein d'autres personnalités. C'est un secret de polichinelle. Depuis 1997, Desmond Tutu était atteint d'un cancer de la prostate. Et donc, ces derniers mois, il ne prenait plus la parole en public, même s'il apparaissait rarement dans certaines manifestations en Afrique du Sud, mais c'était quelqu'un qui s'était retiré de la vie publique depuis déjà 5-6 ans. Après la mort de Nelson Mandela, je pense que c'était la dernière grande manifestation à laquelle il avait assisté. Et puis progressivement avec l'âge, parce qu'il est quand même mort, il avait 90 ans, donc avec l'âge et la maladie, la fatigue et tout ça, donc il s'était retiré. Il était beaucoup plus actif maintenant dans la fondation Desmond Tutu qu'il a créée, qui est gérée par Safin Po. Et donc, c'est ça. Mais pour revenir à la personnalité même de Desmond Tutu, c'est une personnalité déjà assez particulière à tout point de vue, déjà par son parcours personnel. Il faut savoir qu'il est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, qui est une cité minière qui est située au sud-est de Johannesburg. Et puis, il est né d'un parent enseignant. Il va donc, au départ, suivre des études missionnaires dans l'école que son père, dans l'école où son père donnait des cours. Mais très jeune, il va être atteint de poliomyélite. Il va, dans un premier temps, décidé de se destiner à des études de médecine parce que c'est un épisode qui l'avait profondément marqué, mais faute de moyens, il va renoncer et décider de se tourner vers l'enseignement. Il va devenir donc enseignant en 1954, mais va démissionner 3 ans plus tard
parce qu'il protestait contre l'éducation médiocre qui était offerte aux enfants noirs à l'époque. Et donc ensuite, il va se tourner vers la théologie et il sera ordonné donc prêtre anglican en 1961. À partir de là, il va commencer par donner des conférences au séminaire de Johannesburg et à la fin des années 60, il va aller à Londres où il va obtenir une maîtrise en théologie au King's College. Ensuite, entre 1972 et 1975, il est d'abord sous-directeur du Conseil œcuménique des Églises, puis il deviendra doyen de la cathédrale Sainte Marie de Johannesburg entre 1975 et 1976, devenant ainsi le premier autochtone à accéder à cette fonction. 2 ans plus tard, plutôt, en 1978, il devient le secrétaire général du Conseil œcuménique d'Afrique du Sud et va par la même occasion devenir l'un des principaux porte-parole des droits des Noirs dans son pays. À partir de là, il va se faire connaître au-delà des frontières sud-africaines en raison de ses plaidoyers pour des formes de protestation non violentes contre l'apartheid, et il va également engager auprès des partenaires d'Afrique du Sud une espèce de lobbying afin que ces derniers exercent des pressions économiques à l'encontre de son pays. Il va être auteur de 2 livres, notamment un premier ouvrage paru en 1982 qui s'intitule L'intention divine, dans lequel il recueille certaines de ses conférences qu'il avait prononcées. Et en 1983, il publiera un recueil de sermons qui s'intitule Espoir et souffrance. Puis l'année suivante, en 1984, il deviendra prix Nobel de la paix, notamment pour son rôle dans la lutte contre l'apartheid. En 1985, il est promu évêque anglican de Johannesburg, devenant ainsi le premier noir à accéder à cette très haute fonction. Et en 1986, il deviendra le premier archevêque autochtone de la ville du Cap, accédant ainsi au rang du plus haut dignitaire des quelques 1 600 000 fidèles que compte l'église anglicane d'Afrique du Sud. Il va occuper ses fonctions jusqu'en 1996, mais conservera néanmoins le titre émérite d'archevêque d'Afrique du Sud. En 1995, Nelson Mandela, qui avait été nommé 1 an plus tôt à la suite des premières élections démocratique et multiraciale en Afrique du Sud, va le nommer à la tête de la commission Vérité et Réconciliation. Alors, poste qu'il va occuper pendant près d'1 décennie. Il va démissionner, il va être l'unique président de cette commission. C'est cette commission qui était chargée, en fait, de, si tu veux, mettre de la lumière sur les zones d'ombre qui concernaient l'histoire de l'Afrique du Sud. Et à partir de là, il ne va pas, après avoir travaillé dans cette commission-là, il ne va pas rester inactif. Comme je l'ai dit, il va créer sa fondation, la fondation Desmond Tutu, et il va continuer à être le chantre des droits de l'homme, le chantre des droits humains et surtout le chantre de la bonne gouvernance. Il ne faut pas l'oublier que ces prises de position l'ont parfois mis un peu en porte-à-faux vis-à-vis de l'ANC, le parti de Nelson Mandela, parti dont il a notamment critiqué les positions, notamment à partir de l'arrivée de Thabo Mbeki. Par exemple, Thabo Mbeki ne croyait pas en l'existence du virus du sida, alors que le sida faisait des rages en Afrique du Sud, et le fait que le président sud-africain déniait l'existence du VIH-Sida aura entraîné évidemment des prises de position extrêmement fermes contre le président sud-africain. Il va aussi reprocher à d'autres dirigeants sud-africains, notamment la classe noire qui était arrivée, d'être des profiteurs, des opportunistes, qui, au lieu de véritablement se battre pour le développement économique et social des populations noires, ont plus pensé pour s'enrichir, s'en mettre plein les poches. Il n'y a pas que les Sud-Africains ou les dirigeants sud-africains qui ont fait les frais de sa position. Il y a eu par exemple la Chine avec laquelle il a toujours été en froid, notamment sur la question qui concerne le Tibet et notamment la situation du Dalai Lama, dont il était l'un des proches. Il a toujours critiqué la position de la Chine au Tibet, le fait que pour lui, la Chine est une forme de force d'occupation au Tibet, et donc il a toujours été pour un retrait unilatéral et inconditionnel de la Chine du Tibet. Il y a aussi évidemment d'autres pays, les États-Unis, notamment pour les questions des droits de l'homme, notamment des droits des Noirs et le racisme particulièrement. Et donc toutes ces questions-là font que durant toute sa vie, il aura toujours
s'il y a un élément avec lequel il a toujours été fidèle à lui-même, c'est sa liberté de ton, sa liberté de parole, parce qu'évidemment, il se servait de la notoriété et du prestige que lui accordait le fait d'être archevêque émérite d'Afrique du Sud, de pouvoir dire en toute liberté ce qu'il pensait. Et s'il n'avait pas été prêtre, on le sait, il aurait certainement fait de la prison comme Nelson Mandela. Et c'est la raison pour laquelle, sachant qu'il était en quelque sorte protégé par la soutane qu'il portait, qu'il va justement s'en servir pour être inlassablement le défenseur des droits de l'homme que l'on connaît durant la période sombre de l'apartheid, et par la suite le défenseur également des sans-voix, des pauvres, notamment de la grande classe des populations noires. Il s'était aussi mis en froid avec la communauté blanche, notamment en 2013. Il avait notamment préconisé que l'on mette en place une taxe que paieraient uniquement les Blancs, parce qu'ils estiment que les Blancs sont les plus grands bénéficiaires de l'apartheid et les plus blancs bénéficiaires de l'essor économique de l'Afrique du Sud. Et donc, évidemment, son idée n'a absolument pas obtenu l'unanimité, mais au moins ça prouvait combien de fois l'homme était capable de tenir des positions qui pouvaient choquer plus l'un. Et puis, il faut aussi reconnaître à cet homme-là d'avoir, évidemment, au-delà du fait d'être, si tu veux, le combattant ou le chantre, le pourfendeur de l'apartheid, il était, après la mort de Nelson Mandela en 2013, il était devenu un peu cette figure iconique qui était un peu le symbole, si tu veux, de l'unité sud-africaine. Il ne faut pas l'oublier, en 1993, il était le premier à avoir qualifier la population sud-africaine de nation arc-en-ciel. Donc c'est cette idée-là d'une nation dans laquelle, malgré les différentes composantes ethniques, sociales et autres, des gens qui viennent d'horizons différents, qui soient de races différentes, qui puissent se reconnaître dans un idéal commun à travers la nation, l'idée d'une nation sud-africaine, c'était quelque chose évidemment qui avait ému le monde entier et qui avait quelque peu joué au rayonnement de l'Afrique du Sud post-apartheid, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Donc c'est une autre figure importante de l'histoire sud-africaine qui vient de disparaître, une figure qui également, comme je l'ai dit, était pas seulement extrêmement avait un regard toujours froid, toujours direct envers la manière dont les choses se passaient en Afrique du Sud, et il était un peu comme Winnie Mandela, c'est-à-dire qu'il avait reproché par la suite, comme je l'ai dit, aux dirigeants sud-africains de n'avoir pas joué leur rôle comme il se doit, et d'avoir évidemment de n'avoir pas saisi les opportunités que l'histoire a données aux Noirs pour véritablement développer leur pays. Donc, c'est une figure, malheureusement, comme je le dis, qui part, et c'est une page donc, de l'histoire sud-africaine qui vient de se tourner, comme l'a dit le président Cyril Ramaphosa. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. On revenait sur le décès de Desmond Tutu, c'est ça? Tout à fait. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.